j'entends bien que le loft peut poser problème pour certains joueurs, mais malgré tout, j'ai quand même le sentiment que c'est un combat syndical vis-à-vis de joueurs, donc d'une catégorie socio-professionnelle privilégiée. Et quand on est le 26e ou le 27e joueur, très souvent, c'est une situation désagréable, surtout si on termine dans le loft, mais ça peut aussi être le fruit d'un mauvais choix d'un agent. Très souvent, on entend l'agent: ah non, il partira pas, il reste là, il a son contrat. Il y a énormément de joueurs qui se sont, alors, énormément, je ne sais pas, peut-être que j'exagère, mais qui parfois s'accommodent aussi de la conservation de leur contrat pour rester dans le club parce qu'ils ont un bon salaire, alors qu'ils pourraient partir ailleurs. Et très souvent, ça a occasionné des discussions entre nous. On disait: mais il n'est pas passionné ou quoi? Il n'a pas envie de jouer? Pourquoi il s'en va pas? Dans l'article du jour de l'équipe, il y avait des noms comme Ben Arfa, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait, mais c'est vrai que ce nom-là m'avait interpellé parce que je me dis: mais attends, il va pas se... Enfin, le mec, c'est quand même pas plein d'être dans le loft. Le club lui a dit: on n'a plus confiance en toi, tu pouvais partir. Et on savait très bien qu'il restait uniquement parce qu'il avait un salaire mirobolant et qu'il voulait juste profiter et que tout le monde croquait sur son salaire, agent, lui-même. Et jamais de la vie, il s'est mis en tête d'aller chercher un autre club pour poursuivre sa carrière. Donc, peut-être que notre avocat va nous expliquer que tous les joueurs ne sont pas des stars, ceux qui sont dans les lofts. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tous ces situations ultra privilégiées. Ça, c'est également vrai. Mais donc, je trouve qu'il y a deux catégories de joueurs dans ces lofts-là. Il y a ceux qui profitent d'une situation et peut-être ceux qui en souffrent. Donc j'aimerais bien avoir des éclaircissements sur ce combat que mène l'UNFP. Parce que l'UNFP, j'ai jamais réellement compris à quoi ça servait. On en a souvent parlé dans l'after. Donc là, bah, j'aimerais bien être complètement convaincu que ce combat est juste à 100%, quoi. Voilà. Léon Delforno, la réponse. Merci beaucoup, effectivement. En lien avec cette plainte que nous avons déposée avec mon associé Julia Minkowski, vous dites plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous parlez de joueurs privilégiés. Effectivement, vous anticipez l'argument selon lequel il n'y a pas que des joueurs puissants. Dans notre plainte, on cite les cas de M. Paul Bourdel, de M. Laurent Héloïse, de M. Johan Kassubi, qui ne sont pas des joueurs qui ont les faveurs de la presse ou du grand public. Au demeurant, la puissance des joueurs que vous avez en tête, elle est, à notre sens, à mettre en regard de la puissance des clubs. Et lorsqu'on parle de club-État, ce que vous faites régulièrement, on sait qu'on a en face des parties qui sont d'autant plus fortes qu'elles sont soutenues par des États souverains. Et puis, on est dans un cadre réglementaire qui est celui de la FIFA, qui organise, par le biais de la stabilité contractuelle, en réalité, on peut y revenir plus en détail si vous le souhaitez, d'autant plus que l'actualité judiciaire des dernières semaines et des jours qui viennent s'y prête bien, une véritable, si vous voulez, inégalité des armes entre les joueurs et les clubs. Par ailleurs, vous le savez, on peut être fort et être victime. Le cas de Paul Pogba est à cet égard assez éloquent. Bien sûr, et bien puis, sûr. Moi, vous je veux parlez surtout de pas qu'il y ait de plusieurs confusion là-dessus, hein. catégories de joueurs. En réalité, tout le monde est égal devant la loi et c'est pas parce qu'on est fort qu'on ne peut pas subir. En réalité, nous, on n'est pas dans un angélisme ou dans une naïveté qui consiste à nier ce que vous décrivez, c'est-à-dire un rapport de force entre les joueurs et les clubs qui existe. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que ce rapport de force, il existe, il existera toujours, mais il doit s'exercer en respectant les règles, en respectant la loi. Le cas que vous avez cité d'Hatem Ben Arfa, c'est un cas qui précisément a fait l'objet d'une décision judiciaire où le harcèlement moral du joueur a été reconnu par la justice prud'homale, qui n'était pas la justice J'ai du pénale, mal à le comprendre, mais maître. en J'ai réalité, vraiment du mal à comprendre qu'il puisse arguer d'un harcèlement moral. De la même façon, je ne vais pas pleurer sur le fait que Mbappé ait été 3 semaines dans un loft. Il avait choisi cette situation qui débouchait d'une gestion alambiquée de son contrat. Il y a des cas où, en fait, je ne vais pas réussir à être... Je ne serai pas convaincu, je ne serai pas ému ou touché par la situation. Vous voyez ? Mais c'est pas, encore une fois, cette plainte, elle n'a pas pour objet d'émouvoir ou de faire pleurer. La réalité, c'est qu'elle a pour objet, premièrement, de sensibiliser le procureur à cette pratique qui est quand même invraisemblable, parce qu'on est dans le cas de figure de joueurs qui sont salariés et de patrons de clubs qui assument parfois publiquement dans les médias la pratique qui consiste à les mettre à l'écart. Citez-moi un secteur d'activité où vous verriez un patron dire parce qu'un tel ne veut pas signer un avenant à son contrat de travail, eh bien on va l'enfermer dans un bureau, on va le priver de travail et on va le dénigrer, y compris publiquement dans l'entreprise et hors les murs de l'entreprise. C'est invraisemblable.
Oui, mais il Ça n'y a pas n'existe d'autres, que il y a pas dans le d'autres foot. secteurs d'activité où où on a des salariés payés comme ça et qui peuvent, sur leur durée de contrat, trouver immédiatement un autre club où ils peuvent partir. Vous voyez, c'est pas, Alors, encore une fois, le football n'est pas un secteur d'activité comme les autres quand même. Vous voyez. bah, c'est pas tout à fait vrai, puisque si vous prenez les salaires minimums dans le foot qui n'ont pas été revalorisés depuis 2011, ils sont en Ligue 1 de On l'ordre va de pleurer, là. 2800 euros, en Ligue 2 de l'ordre de 2100 euros. Je veux dire, on est quand même dans un secteur qui est soumis au droit du travail. On pourrait Ouais, ouais. réfléchir à imaginer que ces personnes-là ne devraient pas être des salariés. D'ailleurs, la vision des clubs, c'est que ce sont des Bah, actifs financiers. Pardonnez-moi, en maître, réalité, ils ceux essaient. qui gagnent 2000 euros Stéphane. par mois, ils sont pas dans un loft. Hein. C'est pas ceux-là qui posent Eh problème ben, au en club. réalité, figurez-vous que notre plainte fait état de cas d'espoir de jeunes qui sont en centre de formation. Je vous ai cité deux ou trois noms tout à l'heure, dont je sais que vous avez une culture footballistique quasiment infinie, donc probablement que vous les connaissez, mais en tout cas, moi, avant de me pencher sur leur cas, je ne les connaissais pas. Mais donc, l'idée, c'est de dire au procureur, regardez, ça se passe devant vous et vous devez agir. C'est de dire au club, stop à l'impunité, vous ne pouvez pas exercer des extorsions et du harcèlement moral en l'assumant, c'est de dire aux joueurs, c'est de libérer la parole des joueurs. Parce qu'en réalité, il y a une omerta. Alors évidemment, vous citez le cas de Kylian Mbappé, on connaît sa parole, on sait qu'elle est libre, on sait qu'elle est sophistiquée, on sait qu'il est accompagné. Mais encore une fois, ce n'est pas le cas de tous les joueurs. On peut citer le cas de Anatole Ngamukol, qui a fait l'objet d'une décision, pour le coup, d'une juridiction pénale statuant en matière d'intérêt civil, qui a reconnu le harcèlement moral à son encontre. Sa carrière, elle est finie. Pensez à Lassana Diarra, qui était un joueur qui est passé par les plus grands clubs d'Europe. Oui, Eh bien, oui. ce joueur-là, parce que la réglementation des FIFA sur les transferts est telle qu'elle impose la codébition, qu'elle impose une réglementation spécifique des certificats de transfert, ce joueur-là, en réalité, c'est débiteur d'une somme invraisemblable à son ancien club et en réalité inembauchable. Son cas sera d'ailleurs étudié demain par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc vous voyez qu'il ne se Expliquez-nous, n'est pas... ça m'intéresse. Vous pouvez nous expliquer le cas Diarra parce que j'ai pas suivi. Là. Alors, ouais, parce que je vois pas de présence dans un loft de l'As Diarra. Expliquez-nous ça, maître, s'il vous plaît. En fait, Lassana Diarra, je ne reviens pas sur son histoire en détail. En 2014, il rejoint le Lokomotiv Moscou, club qui quitte en 2015, suite à un désaccord justement sur des pratiques du club qui auraient eu pour objet de lui faire accepter une baisse de son salaire avec une pratique de lofting. Ça débouche sur un conflit entre le joueur et le club qui se termine devant le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui condamne le joueur à payer au club une indemnité pharaonique de 10 millions d'euros. En réalité, ce joueur devait ensuite transféré au club de Charleroi en Belgique et le club de Charleroi s'est dédié de son engagement. Pourquoi ? Parce que la FIFA impose une règle qui s'appelle la codébition, qui fait que lorsqu'un joueur est redevable d'indemnité devant son employeur, devant le club qu'il avait employé avant, le club qui s'apprête à le recruter est solidaire des indemnités que le joueur doit à son ancien club. Donc vous voyez que c'est un système qui organise c'est un système qui organise les conditions d'une mise au banc, d'une ostracisation d'un joueur qui a un conflit avec son employeur. Et donc c'est les deux caractères, je dirais, innovants de notre plainte. La première, c'est qu'on postule que ces conditions normatives-là, cet écosystème réglementaire et normatif, il permet la pratique du lofting parce qu'il met les clubs à l'abri et au-dessus, en réalité, des droits nationaux du travail. Et deuxièmement, on vise l'infraction d'extorsion, puisqu'il a longtemps été fait état dans le cadre de la pratique du lofting, du harcèlement moral. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça s'apparente également à une extorsion au sens du code pénal, puisque exercer une contrainte sur quelqu'un en le menaçant de ne plus jouer, en le privant de l'objet essentiel de son contrat de travail, qui est la participation aux matchs, aux compétitions, c'est constitutif d'une contrainte morale que les clubs exercent sur lui pour qu'il accepte de signer un avenant à son contrat de travail en le prolongeant ou en le résiliant. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, maître ? Parce qu'on va essayer d'avancer un petit peu. Donc, pas de loft pour le joueur, ça veut dire que le club doit le remettre à l'entraînement. Et après tout, peu importe si le club a mal géré et a pris trop de joueurs, parce que souvent l'entraîneur se plaint qu'il a trop de joueurs à l'entraînement, au-dessus de 25, il dit qu'il ne travaille pas bien. Bon, en gros, c'est à lui de gérer ça. Pourquoi pas ? Je veux bien l'entendre. Est-ce qu'il faut que ce soit assorti d'une nouvelle règle FIFA ? Parce que ça, il en a été question, qui, en gros, fixe une limite d'effectifs, c'est-à-dire... Dans les clubs, 25 joueurs, pas plus, un truc comme ça, c'est ça qu'il faudrait finalement pour qu'il n'y ait plus de loft ? Incontestablement, le foot est devenu totalement fou quand vous voyez des clubs qui ont 50, 60, parfois plus de 70 joueurs. Quel sens ça a ?
Quel sens ça a? Ça n'a absolument aucun sens. Mais Et souvent, oui, les joueurs vous avez- l'acceptent. Hein. Souvent, les joueurs l'acceptent. À Chelsea, par exemple, il y a une tonne de joueurs. On a le sentiment que les mecs s'en accommodent parfaitement. Et ils jouent pas. Ils ont des salaires pharaoniques. Ils sont Sans satisfaits doute. de ça. Tous ne se plaignent pas de ces situations-là. Hein. Sans doute, sans doute. Mais enfin, encore une fois, nous, notre plainte, elle a pour but d'illustrer le fait que le loft existe, qu'il est répandu, Ouais, bien qu'il sûr, bien sûr. s'apparente à des pratiques qui sont qualifiables pénalement. Et nous, on s'étonne et on s'émeut qu'alors qu'on est dans le cadre d'un sport qui est hautement régulé, qui est supervisé par des instances publiques ou parapubliques, délégataires de missions de service public, personne ne s'émeut de ces pratiques-là, qui ont pourtant déjà donné lieu à des condamnations devant les conseils de prud'homme et qu'on souhaiterait maintenant élever au pénal. Et oui, notre plainte s'inscrit dans un momentum avec les arrêts de la CJUE du 21 décembre dernier, les arrêts sport, l'arrêt dans l'affaire Lassana Diarra qu'on attend suite à l'audience de demain. Oui, nous espérons que le cadre réglementaire et normatif pourra évoluer. Et deuxièmement, nous souhaitons, c'est ce que souhaite l'UNFP et le syndicat, que le dialogue social soit renoué, parce qu'en réalité, il est aujourd'hui au point mort. Et cette plainte, c'est aussi une manière de permettre à ce dialogue social de revivre. Est-ce que vous cherchez aussi, Maître, à fixer une limite? Parce que finalement, si vous dites que les lofts, c'est plus acceptable, qu'est-ce qu'il est finalement? À quel moment vous estimez que le club va trop loin par rapport à un joueur? Il y a une réglementation. Enfin, aujourd'hui, il y a un article 507 de la Charte du football qui a valeur de convention collective dans le secteur et qui explique de manière très claire qu'une relégation dans le second groupe d'entraînement doit être temporaire et strictement proportionnée et limitée aux besoins sportifs du club. Il y a une exception pour la période des transferts, pour la période des mercato, mais donc la loi, nous ne demandons ni plus ni moins à ce que la loi soit respectée. Et en réalité, les cas de figure que nous mettons en exergue dans notre plainte, il y en a une cinquantaine et ce ne sont que des cas de figure qui ont été relayés par la presse, qui sont publics. Ce sont des cas de figure où les joueurs ont vu leurs mains forcées par des clubs qui n'étaient pas respectueux ni du droit du travail, ni de la loi pénale. Très bien. Et il y a le cas aussi des joueurs qui font pression pour obtenir la rupture de leur contrat. Ça, vous en faites quoi? Qui sont dans la même position que le club à l'inverse, quoi. Encore une fois, enfin, je veux dire, on peut, nous, on dénonce des situations où il y a un volume très important de joueurs qui font l'objet de pratiques qui les contraignent, qui sont, encore une fois, qualifiables pénalement. Il y a sans doute des cas de figure où le rapport de force est inversé. Et encore une fois, nous ne sommes pas contre le rapport de force. Nous ne pensons pas que les situations entre les joueurs et les clubs, entre l'employeur et le salarié, sont toujours des relations sur un pied d'égalité et parfaitement pacifiées. Le rapport de force existe, doit exister, mais dans le respect du droit. Et nous, on est simplement abasourdis. Vous savez, nous, on n'est pas un cabinet qui est spécialisé dans le football, on est un cabinet de purs pénalistes, de pénal des affaires. Quand l'UNFP est venu nous chercher, on était abasourdis par ce qu'ils nous ont raconté, ce qu'ils ont mis à notre disposition comme ressources, notamment de cas publics où nous, on avait le sentiment de voir, en tournant les pages des journaux qui nous ont confiés, des cas et des cas de délits qui étaient non seulement relayés dans la presse, mais souvent parfaitement assumés par les présidents de clubs. Et c'est aussi ça qui peut amener les choses à changer, c'est qu'en matière pénale, les personnes physiques, et pas seulement les clubs, mais aussi les dirigeants, peuvent être visés par des poursuites, éventuellement des condamnations. Merci beaucoup. C'est beaucoup, Maître. l'UNFP qui est venu vous chercher. C'est l'UNFP qui a entrepris toutes ces démarches. Quoi. Oui, c'est souvent dans ce sens-là que ça fonctionne. Rassurez-nous, ils ne sont pas venus, rendez-vous n'avait pas eu lieu après 16h30, parce que généralement, après 16h30, il n'y a plus personne à l'UNFP. Merci, Léon Delforno. Merci beaucoup, l'avocat qui travaille avec l'UNFP, d'être venu dans l'after. Non, mais vraiment, merci au-delà de la blague. Merci pour les éclaircissements, parce que effectivement, je trouve que ça méritait que ce soit plus clair, parce que sinon, j'avais vraiment l'impression que le syndicat bossait pour des privilégiés, mais il y a d'autres cas, c'est vrai.